Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur JMTV+. Nous nous sommes aujourd'hui déplacés dans un grand hôtel parisien. Oui, je vais leur faire de la pub car ils me permettent de tourner ici. C'est le Marriott au 70 avenue des Champs-Élysées, donc à Paris la plus belle avenue du monde. Mais ce qui me fait venir à Paris, c'est pas pour visiter les Champs-Élysées que je connais plutôt bien, mais c'est pour rencontrer un grand personnage, grand ami de l'Afrique, un Italien de Naples, vous voyez un peu Diego Maradona, pour ceux qui connaissent le football. Là. Ce monsieur Benito. Bonjour monsieur Benito. Bonjour monsieur Benito. Bonjour à vous, cher ami. Merci de m'avoir invité. Je vous en prie, je vous en prie. Vous avez une très belle montre, monsieur Benito. Bien, voilà encore une chose italienne. C'est une montre qui rappelle le 500e anniversaire du débarquement de Christophe Colomb en Amérique en 1492. Oh là 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 là. C'est une montre de collection qui malheureusement existe avec très peu d'exemplaires. Alors je pense que Julien, vous fréquentez désormais pour guetter cette montre. Il ne faudrait pas que votre neveu qui est en coulisses hérite de cette montre. Moi je la veux. Alors monsieur Benito, nous avons un ami en commun qui est le professeur Aimé Boni, que nous saluons. Bonjour, docteur. Je vous ai beaucoup aimé. Voilà, donc c'est votre médecin. Oui. Et vous êtes venu son ami, vous lui avez conté votre parcours en Afrique. C'est vrai. Et il vous a dit, je connais un journaliste à qui vous devriez confier tout cela. C'est exactement ça. Et vous avez eu la gentillesse de m'inviter dans cet hôtel donc pour... Mais je vous en prie, c'est un honneur pour moi de vous voir. Je vous en prie, merci beaucoup monsieur Benito. Alors, parlez-moi de votre parcours, surtout africain. Bien. C'est un grand saut en arrière dans le temps. C'était les années où l'Afrique commençait à être indépendante. Et le premier pays, je suis parti de Marseille sur un rendez-vous avec le président Bernard Bongo. À l'époque, il s'appelait Bernard Bongo. Qui deviendra Omar Bongo plus tard. Qui deviendra Omar Bongo plus tard pour avoir découvert peut-être le pétrole. Je ne sais pas pourquoi. Mais il était tellement sympathique avec son prénom de Bernard. Puis après, il a été Omar. Peut-être il a voulu faire comme les Saoudiens, ou peut-être pas. Peut-être je me trompe. Oh, peut-être il y avait tellement de pétrole au Gabon qu'il fallait qu'il oui. En tout cas, passons sur cette chose. Et je me rends au Gabon. Je suis accueilli à l'aéroport par son beau-frère, qui était le frère de Madame Joséphine Bongo. Monsieur Asséné? Non, Jean-Marie Joué d'Abani. Oh, Joué d'Abani, qui est décédé en 1978. C'est-à-dire, on n'a plus trouvé sa trace. Ouais. On n'a plus trouvé sa trace. Il a disparu, lui, l'hélicoptère et une tonne d'or. C'est ce qu'on dit. Donc, c'était un monsieur merveilleux, charmant. J'ai beaucoup aimé ce monsieur et il m'a beaucoup aidé. Donc, il vient m'accueillir à l'aéroport. Il m'a dit, voilà, monsieur Penela, nous avons réservé pour vous une suite à l'hôtel. Le président vous reçoit demain soir parce que dans 2 jours, ils vont partir en visite officielle au Brésil. J'arrive donc, je m'habille en smoking le lendemain, fait par Smalto, naturellement, je ne pouvais pas faire autrement. Vous faites de la pub, vous allez me donner un chèque, hein? Ah, oui, de la pub à Smalto. Et chaussé par Berluti. Et le président Bongo, naturellement, m'a demandé d'où elles venaient mes chaussures, parce qu'il a toujours porté des rehaussements de talons. Et moi, j'avais 5 cm de talons extérieurs et 5 cm de talons antérieurs, ce qui fait que j'étais beaucoup plus grand que lui. Et donc, on a beaucoup rigolé, tout ça, etc. Et puis ensuite, le président m'a dit, ma femme m'a beaucoup parlé de vous. Et vous nous avez amené la collection présidentielle qui consistait dans très, très jolis articles italiens, des verres de Murano, des nappages, des draps de lit, tout ça. Et le président Bongo, très généreusement, il a tout pris. J'étais tellement content. Il n'a pas pris sans rien, il vous a filé un chèque de combien? Non, je ne pourrais pas le dire. Ça, mais il vous a quand même filé un chèque? Non, en espèces. Il paye en liquide, lui, Omar. Oui, beaucoup. Et donc, le lendemain, il m'a dit, sur ordre du président, nous avons été à la banque avec Jean-Marie Joué d'Abani et nous avons transféré cette somme d'argent directement au Crédit Lyonnais sur Paris. Et à l'époque, il n'y avait pas de difficulté pour l'argent, pas comme aujourd'hui. Donc, je m'étais présenté au Crédit Lyonnais et j'ai pris tout mon argent cash à la banque. Et le Gabon, j'ai tellement aimé, je suis resté pas mal de temps. Combien d'années environ? Oh,
J'allais et je venais du Gabon. Disons, j'ai fréquenté l'Afrique pendant 3-4 ans. Et le chef du protocole m'invitait dîner souvent à la présidence. Et donc là, c'était des dîners vraiment haute couture. Haute couture, c'est-à-dire? Oui, c'est-à-dire... je ne sais pas si je peux le dire. Je ferai oui, vous pouvez le dire. Omar Bongo n'est plus là depuis plus de 10 ans. Oui, mais il y a son fils, Ali. C'est pas grave, Ali était pépé à l'époque. Donc, oui. Je veux dire. Donc, eh bien, c'était caviar, c'était champagne et c'était foie gras, avec des toasts bien préparés. Et puis, je suis parti dans la résidence privée de chasse du président. Et là, vraiment, j'ai découvert le fond de l'Afrique. L'Afrique comme au cinéma. Alors là, c'était fantastique. Et j'ai pêché un poisson de 20 kilos. 20 kilos. 20 kilos. Canne à pêche? Non, non, pas une canne à pêche. Non, vous pensez petite canne à pêche, vous ne moquez pas de moi. Non, nous avions là un bateau et nous avons pris un gros poisson. Et le soir, le personnel qui était là, ils l'ont fait cuire. J'ai dormi dans une grande paillote. Et puis 2 jours après, je suis retourné au Gabon. J'ai pris mon argent, je suis passé à la banque, on a transféré l'argent, j'ai pris l'avion. Bon, et je suis parti. Et la chose qui m'a surpris le plus, c'est que UTA, c'était la première femme pilote. Et j'étais surpris, j'ai dit, mon Dieu, une femme pilote. Peut-être elle ne sait pas piloter, peut-être qu'on va se casser la gueule. Vous n'avez jamais vu une femme pilote en Europe? Non, c'était la première fois que je voyais une femme africaine pilote. Par contre, elle a très bien piloté et puis l'atterrissage a été merveilleux. Je suis arrivé à Paris. Ah. C'est des souvenirs que l'on ne peut pas oublier. C'est des beaux souvenirs. Mais parlez-moi d'Albert Bernard Bongo de cette époque. Oui, c'était un homme charmant, un homme gentil comme tout. Mais on sentait à lui un pouvoir incroyable. Je l'ai su par la suite. C'était un homme que tous les États africains respectaient énormément. Et même en France, il était très respecté. Souvent, il est venu en France et souvent, il est reparti et il a distribué les conseils que la France voulait bien lui donner pour les autres chefs d'État africains. Ce que je regrette, c'est qu'à cette époque-là, Bernard Bongo n'ait pas fait l'unification de l'Afrique. Peut-être qu'aujourd'hui, vous serez l'une des nations les plus puissantes de la planète. Vous doutez bien que la France, pays colonisateur, ne l'aurait pas souhaité. Oui, sûrement, mais il fallait un leader. J'ai cru comprendre que Kadhafi a essayé de faire ça. Oui. J'ai cru comprendre. Vous savez ce qui lui est arrivé? Bien oui, il est maintenant quelque part dans les cieux. Je ne sais pas s'il est du bon côté ou du mauvais côté, mais voilà, l'unification de l'Afrique, il faudrait un leader. Je ne veux pas en citer quoi que ce soit, pardon, mais l'Afrique, ce n'est plus l'Afrique que j'ai connue. Donc aujourd'hui, avec les chefs d'État actuels, il faudrait peut-être faire cette unification de l'Afrique pour que vous n'ayez plus besoin de l'Europe. Vous pouvez vous-même vous satisfaire des besoins de tous les jours et donner au peuple africain l'aisance qu'il demande. Ce que vous n'avez pas encore. Encore, vous dépendez de la France. Et c'est un Italien qui le dit, chers téléspectateurs. Oui. Et je pense que... Je vais déplacer ce verre, parce que je l'ai dans le champ. Voilà. Et je pense qu'à certains moments, il faut que chacun d'entre nous soit libre de sa pensée. Mais vous le dites, vous les Italiens, il n'y a pas que vous. Il y a votre Premier ministre qui l'a dit tout récemment en pointant ouvertement la France d'être responsable des catastrophes qui sévissent en Afrique aujourd'hui. Vous le dites aussi à votre tour là? Je ne le dis pas comme ça. Je n'ai pas dit, ne me faites pas dire, cher ami, que la France est responsable des catastrophes qu'il y a en Afrique. Je dis tout simplement que l'Afrique pourrait penser à elle-même s'ils avaient un bon leader qui pourrait les conduire à l'expansion
de ces merveilleux territoires qui sont les vôtres. Avez-vous connu Thomas Sankara? Non, je n'ai pas eu. C'était un leader presque marxiste au Burkina Faso qui est mort, qui a été assassiné le jeudi 15 octobre 1987 et ses assassins sont loin d'être des Africains. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, vous avez connu Kadhafi qui a été aussi tué. Oui. Ça en fait plus de doute aujourd'hui. D'accord? Absolument. Bon, et on sait qui l'a tué. Vous avez... Ça, je ne sais pas, moi, qui l'a tué. Je suis désolé, mais vraiment, c'est facile à savoir. je ne suis pas dans le secret des dieux. Des dieux, c'est pas grave. Je suis un simple petit architecte. Vous avez connu M. Laurent Gbagbo? Oh oui. Bon, comment est-ce qu'il a été dégagé de la présidence? Nicolas Sarkozy le dit clairement. Nous avons dégagé Gbagbo pour placer celui qui nous est favorable. Donc aujourd'hui, les leaders, ça ne manque pas en Afrique, mais seulement la France et les puissances occidentales, comme les États-Unis, comme la Belgique, les assassinent. Vous le savez, M. Benito? Non, je ne le sais pas. Je ne veux pas dire des choses pareilles. S'il vous plaît, nous sommes dans une conférence amicale et de paix. Et je ne veux pas parler de choses qui sont désagréables. Je veux dire que aujourd'hui l'Afrique n'a plus je n'ai plus le regard vers l'Afrique de ce qui a été mon Afrique, moi, l'Afrique de 67, 68, 69, 70. Lorsque j'étais au Sénégal et j'ai connu ce grand homme qui était Léopold Sédar Senghor et son livre La négritude que j'ai tellement lu et c'était tellement extraordinaire, ça c'est de l'Afrique. Ensuite, Abidjan. La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, le pays le plus riche, si l'on peut dire, d'Afrique noire. Et ensuite, naturellement, Burkina Faso, ensuite le Centrafrique, ensuite le Gabon, ensuite le Congo-Brazza, et puis le Congo de Mobutu. Et le Congo de Mobutu, c'était la fiesta, c'était... Allez, racontez-nous ça. Parlez-nous de ce Congo de M. Mobutu Sese Seko. Oui, Mobutu, c'était un homme vraiment légendaire. C'était un homme merveilleux. Réussi à organiser le match de boxe de Cassius Clay. Mon Dieu, c'était fabuleux. Rien que ça, c'était quelque chose de fantastique. Et un jour, dans un village de la Côte d'Azur, je suis appelé à l'extrémiste pour préparer la soirée de Mobutu. Et la villa, c'était un rêve. Une villa, on pourrait dire un palais vénitien. J'arrive et je suis ébloui de la beauté, de la délicatesse, de la fantastique créativité que l'architecte a eu de faire ce beau palais. Ah, vous, architecte, vous êtes émerveillé. Oui, quand un de mes confrères fait des belles choses, je le dis. Je ne suis pas un jaloux. Et la personne qui a fait ce palais, c'était un monsieur très très connu et ami des puissants de France. Et la réalisation, et je peux dire, parce que j'ai beaucoup de respect pour lui, malheureusement il n'est plus parmi nous, c'était M. Clément Olivier Kakoub, qui a beaucoup exercé aussi en Côte d'Ivoire. Et ce palais était merveilleux. Et son épouse me demande donc de préparer tout ce qui était la créativité de la table, les assiettes, les nappages, tout ça, et je fais des choses vraiment magnifiques. Mais je n'avais qu'une semaine de temps, on m'avait appelé en retard et j'ai fait travailler tous les Italiens 24 heures sur 24 et on est arrivé juste le matin pour mettre tout en place le soir à 16h. Ça a commencé les festivités, mais les festivités pas européennes, les festivités avec vos costumes africains, les danseurs, les danseuses. Et un festival en quelque sorte. Oui, c'était un festival africain, une soirée. Organisé par Mobutu Sese Seko, mais oui, à la Côte d'Azur française. À la Côte d'Azur. Il ne veut pas l'organiser chez lui. Dans son palais, sur la Côte d'Azur française. Revenons sur l'Afrique profonde. Vous avez donc connu plusieurs pays, vous n'avez pas cité le Cameroun et le Tchad. Oui, donc j'étais au Cameroun, bien sûr. Au Cameroun, j'étais reçu par le président, son Excellence, le président Ahidjo, lequel il m'a vite introduit auprès de son épouse. Germaine Ahidjo. Je dois vous dire que j'ai rarement vu une femme aussi belle. Voilà,
des yeux merveilleux. Vous avez convoité la femme du président? Oui. Oh, l'italien. Oui, alors, je ne regardais que ses yeux, je ne savais plus quoi dire. Elle était si belle, et dans son bobo africain, waouh, je me suis dit, mon Dieu, mais c'est pas possible, quelle chance qu'il a le président. Ça y est, il vous a invité chez lui, vous êtes à son temps à mater sa femme. Oui, oui, complètement. Vous pouvez le dire. Et dites, je vous pose la question. Oui. Vous l'avez connu? Je ne l'ai pas encore vu. Mais maintenant, c'est trop tard. Je parle à son avocat, Maître Charia Bournazel. Je l'ai interviewé en avril et je le revois mardi prochain pour une autre interview. Et donc, si vous avez l'occasion de voir son avocat, qui donne de la part de l'Italien que j'étais jeune et pas mal, et à qui elle a acheté beaucoup de choses, j'ai un très agréable souvenir de Madame Maïjo. Et j'ai quitté la présidence avec vraiment un peu de nostalgie. De nostalgie. Vu comment elle était belle, vous vouliez plus partir de la présidence. Non, non, c'était pas ça. Mais la nostalgie d'avoir connu quelque chose de beau. Vous savez, faire du beau, la créativité, et voir quelque chose de joli, de beau, ça fait plaisir à un esthète. Je crois que je peux me flatter d'être un esthète, d'aimer les belles choses. Et Madame Maïjo, et on arrêtera là. Vous rougissez en parlant d'elle. Oui, oui. Et Madame Maïjo fait partie des belles choses. Voilà. Les plus belles que vous avez vues de votre vie, quoi. Oui, parce que ses yeux en amande d'un verre incroyable. C'était un verre vraiment de jade. C'était très beau. Ça va lui plaire, ça. Oui. Je peux vous garantir, je ne l'ai jamais rencontré, mais nous connaissons des personnes. Très bien. Je vais lui faire transférer ça. Et puis, peut-être elle se souviendrait de vous. Oui, peut-être, mais elle voyait tellement de monde. Vous pensez si elle va se souvenir d'un petit Italien qui est venu avec ses collections? Bon, ben, nous allons profiter pour saluer Madame Germaine Aïdjo et surtout souhaiter bon courage à son fils qui est mal en point en ce moment. Son plus grand fils ne va pas bien en ce moment, ce sont les informations que j'ai eues. Nous prions pour lui. Bon, ben, surtout, sachant que vous allez travailler au Vatican, vous priez, irez directement à Dieu, je pense. Je pense, peut-être s'il nous écoute. Sauver le fils Aïdjo. Bon, alors vous avez rencontré toutes ces personnes. Bokassa aussi? Bokassa, non, parce que... Mais vous n'avez pas eu de diamant? Non, attendez, mais je vais vous dire la meilleure. Dites-moi. La meilleure. Alors, je suis avec le président Bernard, toujours. Bernard Bongo, Omar Bongo. Omar Bongo. Et j'ai connu tous ces gens de bouche à oreille. Je n'ai jamais fait de publicité, je n'ai jamais eu de patron, mais à la fin de mes prestations, je demandais au chef de l'État s'il pouvait m'introduire auprès de l'un de ses confrères. Et je demande au président Bernard Bongo de m'introduire auprès de Bokassa. Je dis, s'il vous plaît, je voudrais absolument aller le voir. Je suis certain qu'il fera de moi un homme euro, une très très grosse commande. Et Bernard Bongo, il m'a dit, ça sera le moyen de ne jamais être payé. Il paye personne. Bokassa ne paye personne. Ça, c'est les mots que monsieur Bernard Bongo m'a dit. Jamais je vous enverrai chez lui. Ah bon, donc il ne vous a pas envoyé chez Bokassa? Non, il ne m'a pas envoyé chez Bokassa. Il vous a envoyé chez Mobutu? Non, je ne peux pas vous dire, monsieur. Ils sont tous morts déjà. Non, mais je ne peux pas, monsieur, parce que ça passe à la télévision. Il y a des descendants. Je ne veux pas avoir des procès. Je ne dois pas vous appeler pour vous dire vous avez fait une chose mauvaise contre moi. Vous m'êtes très sympathique et je suis très honoré de vous avoir connu, mais je ne dirai rien qui puisse m'affecter. J'ai une famille et je ne veux pas avoir des amis. Oh là 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 là. Bon, alors, dites-moi, vous n'avez pas vu que de belles choses dans ce grand palais, vous avez vu d'autres qui étaient moins belles? Oui, beaucoup moins belles. J'ai vu, par exemple, la façon dont du personnel.
Ce programme vous est proposé par Deviseo Fret, spécialiste du transport international Afrique, Dom-Tom, Océan Indien. Retrouvez-nous sur www.deviseo-fret.com. Téléphone plus 33 139 85 14 23. Le personnel de ces palais n'était pas bien traité? Non, il n'était pas bien traité, il n'était pas bien habillé. Leur paye était vraiment minime. Et ça m'a beaucoup choqué parce qu'on passait du paradis directement à quelque chose qui n'était pas joli à voir. Une fois que leur travail terminé, ils allaient dans la brousse, ce qu'on appelait la brousse, où il y avait des petites cases, où il y avait cette belle musique africaine. Ils buvaient de la bière jusqu'à ne plus en pouvoir, et puis le lendemain, ils reprenaient le travail. Et voilà, ça vous le savez, parce que c'est votre pays, je n'ai rien inventé. C'était un peu l'esclavage. Oui, c'était un peu l'esclavage, et je crois, je dois le dire, ça je veux le dire fort et haut. Nous les Blancs, nous avons fait du mal partout dans le monde. Il n'y a jamais une race de couleur qui a fait du mal autant que nous en avons fait. Les Anglais en Chine, mon Dieu, la Chine a été occupée, ils ont dû se battre. Oui, l'Europe aux États-Unis. Oui, l'Espagne par exemple. Mon Dieu, l'Espagne, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, la France. Ça vous le dites toujours. Vous en voulez à la France? Je suis français, ben oui. Que je le veuille ou non. Voilà. Donc, je pense qu'il y a toujours l'envers de la médaille. Donc, à mon âge, je pense que je n'ai plus rien à apprendre, ou plutôt, je ne veux plus rien apprendre, parce que ma tête est pleine. Le soir, lorsque je suis dans mon lit, j'ai tous les fantasmes qui s'agitent, mais je vois toujours la vie de couleur rose. Je ne vois jamais la vie de couleur noire, quoi que les autres ils ont pu faire à travers le monde, quoi que l'on dise, parce qu'on ne sait jamais la vraie vérité, d'où ça part. Celui que j'en veux énormément d'avoir ouvert la boîte de Pandore et d'avoir sémé toute cette énorme guerre à travers le monde, tout ce qui nous arrive sous la tête, c'est George W. Bush. Je l'accuse de ça, d'avoir attaqué l'Irak tout en sachant qu'il n'y avait pas d'armes de destruction massive. Et le discours que M. de Villepin a fait aux Nations Unies face à Powell, c'est un discours qu'il faudrait afficher tous les jours pour que nous sachions qu'est-ce qu'il a dit cet homme. Sous les ordres de M. Jacques Chirac, il a fait un discours qui est incroyable. J'ai envie de pleurer, d'avoir réveillé les démons les plus profonds, d'avoir attaqué l'Irak seulement pour se servir du pétrole, monsieur. Aujourd'hui, je suis très en colère de ça. Je veux parce que, en ayant attaqué l'Irak, regardez tout ce qui se passe. L'Irak était, ok, il y avait un dictateur, mais il était tenu d'une main de fer. Kadhafi était un dictateur, mais il était tenu d'une main de fer. Vous faites un bon parallèle là, parce que ce que vous reprochez à Bush, vous pourrez le reprocher à Nicolas Sarkozy. Monsieur, ça, je ne vous suis pas. Et s'il vous plaît, soyez gentil, je ne vous suivrai pas. Je suis très énervé pour le moment. Je suis même en colère, parce que je ne reproche rien à la France. La France est un pays que j'aime, j'adore. Et ce qu'ils font les Français ne m'intéresse pas du tout. Je suis italien et je ne veux pas rentrer dans la politique française. Mais aujourd'hui, avec tout ce qui se passe avec Kadhafi en Syrie, l'État islamique, mon Dieu, ils ont tué les Américains. Hier, ils ont pavoisé qu'ils ont tué al-Baghdadi. Mais dans al-Baghdadi, il y en a des centaines de milliers, c'est des fanatiques. On ne peut rien faire contre ces gens-là. Vous ne pouvez pas combattre le fanatisme, monsieur. Les gens ont beaucoup trop souffert. Les gens, ils n'en peuvent plus. On ne peut plus considérer que quelqu'un gagne 80 € par mois, tandis que d'autres mangent du caviar et du champagne rosé à 1000 € la bouteille. Il faut que les choses soient un peu équilibrées et tout le monde sera content. Je veux revenir à ma vie en pastel et non pas à ma vie en noir. Voilà. Très bien. Alors, on va rester un peu sur l'Afrique. Ce qui intéresse mes téléspectateurs, ce qui se passe en Irak les intéresse. Moi, on ne me suit pas en Irak. J'ai mis en français, on me suit dans la zone francophone. Donc, vous pointez du doigt la maltraitance que vous avez vue, que vous avez vécue dans les grands palais. Oui. Présidentielle, oui, dans les pays d'Afrique. Vous pourrez aussi pointer les souffrances qu'il y avait dans les villes et dans les villages, alors qu'il y avait de l'eau faste qui était un peu partout. Oui, c'est ce que je n'ai réussi, pas encore aujourd'hui à comprendre.
Pourquoi avoir tant de richesses lorsqu'on rentre dans un palais et tant de pauvreté lorsqu'on en sort? Le pays étant très riche, pourquoi ne pas distribuer encore? Je crois qu'un jour, je m'en suis fait une idée. Laquelle? Lorsque on atteint le pouvoir, on a plein de bonnes idées. Je vais faire ça, je vais changer, je vais donner au peuple le maximum de ce que je peux donner. Je veux que mon peuple soit heureux. Mais lorsqu'on est assis dans le grand fauteuil de président, alors là, on se sent l'égal de Dieu. Et on perd toute la notion de tout ce qu'on veut dire, de tout ce qu'on veut faire. On oublie les belles promesses, on oublie que le peuple meurt de faim, que le peuple a besoin d'aide, que le peuple a besoin d'hôpitaux, que le peuple a besoin des écoles, que le peuple a besoin d'avoir une vie meilleure. Et il a tout oublié. Maintenant, c'est tout pour lui. L'avion privé, aller d'un coin à l'autre de la terre, fréquenter ses homonymes et passer des belles journées, avoir des beaux cadeaux, à vivre dans un cocon tout à fait spécial et laisser de côté le peuple. Vous parlez de qui là? Mais je parle en général. Non, je parle en général. M. Ahidjo a fait ce travail-là par contre. Oui, mais tous ils l'ont fait, monsieur. Même Mobutu, il en a fait un maximum. Toute sa tribu vivait, et si Dieu sait ce qu'il avait, sa tribu. Pas son pays? Non, mais sa tribu a vécu tous sans rien faire, rien. Mais son pays, mon Dieu, le meilleur pays de diamants du monde. Regardez la guerre qu'il y a aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a fait Kabila père et qu'est-ce qu'il a fait Kabila fils? Mais c'est pas possible, cette histoire. Je m'insurge contre tout ça. Je suis déjà dans un certain âge et je pense, d'un âge certain, et je pense que certainement, si on veut la paix sur cette planète, il faut que le peuple de chaque pays vit un peu mieux. C'est pourquoi il y a des gilets jaunes aussi en France. Monsieur Melito, peut-on dissocier... Ok, on ne va pas ici dire que ces chefs d'État africains ne pouvaient pas mieux faire. Ça, ils pouvaient mieux faire avec le colonialisme. Mais peut-on dissocier la malgouvernance des pays africains avec le système établi par l'Occident dans ce pays-là? On sait que c'est l'Occident qui adoube les chefs d'État qui restent au pouvoir 40 ans dans ces pays-là, sont soutenus, leur envoient des armes, leur envoient parfois de l'armée. Peut-on dissocier le mal-être du peuple africain au système installé en Afrique par l'Occident? Je comprends bien ce que vous voulez dire, mais les méandres obscurs de ces négociations qui ne sont jamais révélées, c'est très difficile. Naturellement, vous avez certainement raison, mais je ne suis pas en mesure de pouvoir répondre parce que ces méandres obscurs des négociations entre des États pour garder le pouvoir ou pour avoir du pétrole, pour avoir du gaz, ou pour avoir du manganèse, ou pour avoir d'autres choses, la richesse chez vous est telle qu'on vous la prend en échange pour vous donner autre chose. La prolongation de la présidence à condition que, c'est toujours à condition que, mais il faudrait, vous savez, je crois qu'il y a un seul homme au monde qu'il faut porter un grand respect et retirer son chapeau. Cet homme, c'était le général de Gaulle. Ah bon? Oui, le général de Gaulle a fait tellement de bien. Et c'était un homme qui aimait la France. Oubliez la chose qui vous vient dans la tête, l'Algérie et tout ça, ça ne me regarde pas. Je n'ai pas parlé de l'Algérie. Non, mais je lis dans vos yeux. Je ne parle pas de l'Algérie. Non, mais je suis Bamileke et le génocide Bamileke fut perpétré par le général de Gaulle. Monsieur. Quand vous me dites que c'est un grand homme, je vous comprends. En tant que Français, c'est un grand homme pour la France, pour mon pays, la France. Et lorsque je pense à mes origines, je me pose beaucoup de questions. Voyez-vous, monsieur, vous m'avez invité, j'en suis très heureux. Mais ce qu'il y a chez vous, c'est que vous ne voyez pas la vie en rose. Vous voyez plutôt la vie en noir. Parce qu'à chaque... Parce qu'à chaque fois, vous m'amenez sur un terrain mouvable, sur un terrain qui n'est pas sûr, sur des sables mouvants. Et moi, je ne vous suis pas sur les sables mouvants. Je ne veux pas. Mais ce qu'il a fait pour la France, c'était merveilleux. Et si chacun pouvait vraiment, dans chaque pays, faire ce qu'il a fait, le général de Gaulle pour son pays, pour la France, qui a libéré la France avec le général Leclerc de Haute-Cloque. Et le capitaine Charles Tchoréré, qui n'est jamais cité parce qu'africain. Bravo, parce qu'africain. Mais vous savez aussi les Harkis n'ont jamais été cités. Eux aussi, ils ont droit à
à la première page. J'ai une première reconnaissance aujourd'hui, mais les Africains pas toujours. Hein. Voilà. Et les Sénégalais. Je dis les Africains en général. Voilà. Et d'ailleurs, j'avais interpellé le président Hollande sur la question du capitaine Charles Djoréré, qui est gabonais, qui a formé des officiers français ici à Fréjus, qui a formé des tirailleurs sénégalais à Kati au Mali. Je l'avais interpellé pour la reconnaissance de ce monsieur et j'ai reçu un courrier qui me dit on commémore déjà assez les Africains comme ça en France. C'est ce que la présidente de la République, l'Élysée, m'a adressé sous François Hollande. Est-ce que vous comprenez ce mépris-là pour les Je comprends très bien. Mais les Africains ont toujours été méprisés. Toujours, et je ne sais pas pourquoi. Et pourtant, il y a une chanson de Claude Nougaro qui est merveilleuse, dédiée à Louis Armstrong. Oui. Et que lui dit Armstrong, je ne suis pas noir, je suis blanc de peau. Voilà. Voilà, c'est merveilleux. Mais il lui demande est-ce que tes os sont aussi blancs, sont aussi noirs? Vous savez, je déplore l'esclavage africain. Et on a fait tellement de mal à vous, les Africains. Et aujourd'hui, on ne vous cite pas du tout. Mais tous les 15 du mois, on cite la Shoah. Et sûrement, il y a eu 6 millions de morts, et ça, c'est déplorable. Ça, c'est quelque chose d'impossible à oublier, et les générations des générations ne l'oublieront jamais. Mais chez vous, je suis certain qu'il y a eu plus de 6 millions, parce que tous ces bateaux qui partaient pleins de Noirs pour être vendus comme esclaves dans les plantations, tout ça, etc., on ne le cite jamais. Et les plus belles chansons viennent du jazz, et viennent des plantations africaines. Ça me met, quand j'écoute du Gershwin, ça me fait trembler, et je tremble dans tout mon corps, parce que vous vous exprimez tellement bien. C'est merveilleux, c'est extraordinaire. Vous aimez la chanson, le jazz, le j'adore. Alors, la négro spirituelle, c'est fabuleux. Je suis aussi chanteur, donc je chanterai pour vous, c'est quand vous voulez. Avec plaisir, donc, aussi, voilà, avec plaisir. Des chansons qui ne sont pas encore produites, mais je peux déjà les interpréter. Alors, pour revenir sur les souffrances des peuples, j'avais fait un article il y a quelques années publié dans le journal Rhône-Alpes et Échange Israël, qui est basé à Lyon. J'ai demandé aux gens de ne pas comparer les souffrances, car les souffrances sont uniques. Une souffrance égale à une souffrance. Je suis d'accord. La Shoah fut difficile pour les Juifs. L'esclavage, le colonialisme et le néocolonialisme sont aussi difficiles pour les Africains. La seule chose qu'on peut déplorer, comme vous dites, c'est qu'on ne parle jamais de souffrance des Africains. Au contraire, pour eux, c'est normal que les Africains souffrent. Oui, et ça ne s'arrête jamais. Jamais. Aujourd'hui, au Congo, je suis sûr qu'il y a eu au moins 1000 morts. Au Cameroun, je suis sûr qu'il y a eu au moins 200 morts. Personne, aucun média français n'en parle. Pardonnez-moi, monsieur, moi j'ai vécu assez longtemps en Amérique. Et le black américain est supérieur, est au même niveau que le blanc. Au même niveau. Que tandis qu'ici, en Europe, vous faites un complexe d'infériorité énorme. Non. Attendez, laissez-moi finir. Mais s'il vous plaît, laissez-moi finir. Si on vous dit que vous êtes noir, tout de suite vous vous enflammez. Il faut dire monsieur de couleur. Mais si on vous dit black, alors vous acceptez. Pourquoi, monsieur? Mais pourquoi faire un complexe d'infériorité? Vous êtes un très beau, un très bel homme, très bien habillé. Oh, les Italiens vont me jeter sur moi maintenant, monsieur. Écoutez, pourquoi ici en France, en Italie, partout, le noir est indiqué, tiens, c'est un noir. Qu'est-ce que ça veut dire être noir? Ça veut rien dire. Si moi j'étais noir, je serais fier de ma nationalité, de ma couleur, du pays qui m'a donné le jour. En Amérique, j'étais surpris. Les blacks américains, mon Dieu, j'étais à Harlem. Mais Harlem, ils m'ont accueilli comme un frère. C'est pas vrai que Harlem est dangereux. Ils m'ont amené dans des choses insensées, incroyables. J'ai encore la tête qui tourne de tous ces souvenirs. Voyez-vous, d'Afrique, on passe... C'est une autre Afrique. C'est une autre Afrique. C'est une autre Afrique. Ce qu'on vend comme étant dangereux dans certains pays ne l'est pas. Voilà. On me dit Saint-Denis est dangereux. J'y suis tout le temps. Personne ne m'a jamais regardé de travers. Je reviens des États-Unis, j'ai été à Baltimore. Personne n'a regardé de travers. Mais là où on me regarde de travers en France, c'est à Neuilly. Vous comprenez? Ça, c'est terrible. Ça, c'est unique. C'est à Neuilly sur scène qu'on me regarde de travers. Alors, monsieur Benito,
Vous avez passé donc plusieurs années en Afrique. Vous avez rencontré de merveilleux gens. Vous avez déploré certaines choses. Quel est le souvenir marquant, le plus marquant pour vous et dans quel pays l'avez-vous vécu? Eh bien, je retourne au Gabon. Dans la chasse privée du président Omar Bongo. Oui. Je peux dire Omar parce que c'est finalement son nom, c'est son nom officiel. Dans la chasse privée du président, là vraiment, c'était l'Afrique comme on voit dans les films de King Kong. Voyez-vous, ces tribus, ces danses, ces arbres, ces femmes habillées d'une façon spéciale. Et quand j'étais dans la chasse privée du président Bongo, là, tout ça s'est réveillé. Tout ce que j'ai vu au cinéma, c'était pareil. C'était pareil. Et puis, lorsque je me suis envolé dans ce petit avion privé qui a suivi le fleuve, et alors là, je me suis réveillé. Parce que je dormais lorsque j'étais dans cette chasse privée. C'était un beau rêve, un merveilleux rêve. Et il y avait des belles femmes. Là, les Gabonaises, elles étaient belles. Oh, c'est italien. Et donc, quand je me suis réveillé, je suis parti pour aller dans la capitale à Libreville. Là, je me suis retrouvé devant la vie de tous les jours, mais quand même l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, vos États ne sont plus les États africains. Vous êtes européanisés à 100%, des buildings partout. Vous ne respectez rien comme chez nous en Europe. C'est pollué partout. Je me rappelle quand j'étais en Côte d'Ivoire, mon Dieu, comme c'était joli à l'époque. Mais maintenant, la Côte d'Ivoire, c'est l'Europe. C'est des buildings. Oui, là, des buildings partout. Il n'y a plus de cette chose vraiment. Pourquoi faire des buildings? Pourquoi copier l'Europe? Un jour, si vous preniez ma place de journaliste et me posiez ces questions-là, je vous donnerai des réponses. Et croyez-moi, vous tomberez à la renverse. Car c'est le colonisateur qui a imposé, ne veut même pas en partir. Oui, mais vous avez un style. Vous pourrez faire un style à vous. Mais mettez-moi président du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, vous verrez ce que je ferai avant d'être tué. Vous rappelez-vous du Cameroun, de Kribi? Oui, de Kribi, ouais. Wow. Mais Kribi, j'étais tellement heureux à Kribi en 68. Monsieur, aujourd'hui, Kribi, c'est pas Kribi. C'est un pays quelconque. Mais quand j'ai connu Kribi, c'était le sable, c'était des mômes qui venaient jouer et qui me disaient « Patron, qu'est-ce que tu veux? Je fais pour toi, est-ce que je peux rester ?» Et moi je disais « Oui, restez les enfants, on va s'amuser ensemble. » Et ces filles merveilleuses, les Camerounaises, mon Dieu. Il était très amoureux cet Italien, hein? Ah oui, j'étais un chaud lapin. Je pense que je vais prendre un de vos cheveux pour tester les ADN sur la côte à Kribi, dans Libreville. Je peux retrouver beaucoup de rejetons, moi. Et voilà, cher ami, j'étais vraiment très content d'être avec vous. J'ai passé un très bel après-midi. Et mes souvenirs, j'ai fait un saut en arrière dans le temps et vous m'avez transporté dans une partie de ma vie qui est pour moi essentielle et que je n'ai jamais communiqué. Je vous le jure sur mon honneur, en tant que commandeur de la Légion d'honneur, j'ai jamais dit ce que je vous ai dit à qui que ce soit. Wow. Certains d'entre ces chefs d'État étaient vos amis, je suppose. Oui. Omar Bongo était votre ami. Oui, je l'ai amené chez Smalto pour s'habiller chez Smalto. Je l'ai amené chez... C'est 3 chèques que vous allez déposer là pour la publicité. Oui, ils ont fait 3 chèques. Donc je l'ai amené parce qu'il trouvait que je m'habillais très bien. Je l'ai amené aussi chez un des grands faiseurs de chaussures de Paris sur mesure. Et le président Bongo s'est vu augmenter de 10 cm. Et il était très heureux. Oula, il a pu atteindre votre taille. Oui. 10 cm supplémentaires. Oui, mais 5 cm c'était à l'intérieur de la chaussure. Oui. Et 5 cm à l'extérieur. Il était très heureux. Oui. Et sa femme alors? Wow, Joséphine. Elle est devenue chanteuse à Los Angeles. Elle s'appelle Patience Dabali maintenant. Elle chante très bien. Hein? Oui, il faut le dire. La maman, bonjour la maman. Oui, bonjour madame. Et merci beaucoup. Je te fais gros bisous parce que tu as été ma première cliente. Mais je vais envoyer ça à Edgar Yonke qui est son arrangeur et son compagnon. Oui. Et je vous ai vu la première fois au 50 avenue Foch. Et c'est vous qui êtes à l'origine de mes voyages en Afrique. Vous m'avez donné le numéro privé de la présidence et c'est grâce à ce numéro privé
que mon séjour en Afrique, que mes voyages en Afrique ont commencé. Waouh. Voilà. Qui d'autre a été votre ami parmi ces chefs d'État? Bien, écoutez, vraiment ami, non. Mais j'ai dîné avec quelques chefs d'État et je préférerais rester dans l'ombre. Parce que vraiment, je préférerais rester dans l'ombre. Mais tout ce que je vous ai dit, ça a été avec une grande sincérité. Et je suis très heureux d'avoir fait ce saut dans l'espace temporel en arrière pour pouvoir dire que vraiment mes beaux souvenirs sont africains. Ah, vos beaux souvenirs sont africains. Oui, je peux le dire. Wow. Bon ben retournez-y, hein. Pas trop tard. Non, c'est terminé. Maintenant, je suis un peu trop âgé. J'ai de nouveaux projets. J'ai des projets exceptionnels. Et nous allons en parler, si vous permettez. Donc, chers téléspectateurs, nous allons donc vous présenter le nouveau projet de M. Benito. Je vous laisse la primeur. Oui. Voilà, c'est un projet qui m'a été donné par l'Institut national de la propriété industrielle, l'INPI, pour ne pas le citer, pour un brevet d'invention. J'ai sécurisé la carte de crédit. Plus personne ne pourra abuser de la carte de crédit et plus personne ne pourra voler un centime sous la carte de crédit d'honnêtes ou malhonnêtes citoyens. Ici, c'est le brevet d'invention qui m'a été accordé et j'espère bientôt le résoudre. J'avais été voir aussi l'inventeur de la puce, M. Moreno, pour ne pas le citer, qui nous a quittés il y a quelques années. Et mon brevet d'invention est la sécurité de la carte de crédit. Plus personne ne pourra voler un centime. Voilà. Vous voulez dire, M. Benito, que si quelqu'un me volait ma carte après la mise sur pied, quelqu'un volait ma carte de crédit, il ne pourrait pas l'utiliser? Et il peut l'utiliser, il peut la mettre dans n'importe où, dans une boutique, pour retirer de l'argent en espèces. Mais c'est automatiquement, dès qu'il introduit votre carte, c'est automatiquement refusé. Voilà, il faut dire... Ça marche avec les empreintes, ça marche avec... Non, monsieur, ça ne marche rien de tout ça. C'est mon invention et c'est pourquoi mon brevet d'invention m'a été accordé. Tout ce que vous dites, ce n'est pas ça, et je vous dirai tout ce que vous pensez, ce n'est pas ça. Et encore mieux, c'est un brevet qui est devenu maintenant public, puisqu'on m'a donné le brevet d'invention. Mais je peux vous assurer que c'est une chose exceptionnelle. Vraiment, l'ange est passé dans ma tête pour me donner cette idée fabuleuse. Bon, mes chers téléspectateurs, nous n'en saurons pas plus aujourd'hui, car vous comprenez, ce n'est pas encore commercialisé l'idée. Voilà pourquoi M. Benito en dit peu, n'est-ce pas? Vous nous promettez que dès que ce sera sur pied, je vous appellerai. C'est sûr, c'est désormais votre média JMTV+. Et vous me payerez cette fois-ci. Ça ne sera pas gratuit. Au lieu de dire que vous injecterez un peu d'argent pour que mon média fonctionne. Oui, sûrement. Voilà. Merci beaucoup, M. Benito. Merci à vous d'être venu. Merci de m'avoir invité. Je vous en prie, ce sera toujours comme ça désormais. Merci encore. Merci. Et pensez à me léguer la montre. Chers téléspectateurs, on se retrouve sur ce même média bientôt avec un autre invité. D'ici là, malgré la situation difficile en Afrique aujourd'hui, gardez quand même la banane. À très bientôt. Bye bye. Je demande à JMTV+, de continuer à faire ce travail extrêmement important de recueillir les informations, de les recueillir avec esprit critique, pour ensuite les diffuser comme elle le fait, afin que les esprits s'éveillent, que les consciences s'ouvrent davantage et que les actes suivent.